Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Stéphane Vattier. Je suis enseignant de français langue étrangère et également auteur indépendant de livres pour apprendre et enseigner le français, et en particulier des livres de préparation pour le DELF et le DALF. Alors, la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode que vous pourrez retrouver dans mon livre Production écrite DALF C1. Donc, dans ce livre, vous pouvez trouver également 8 sujets complets avec les corrigés détaillés, ainsi que de nombreuses activités d'entraînement. Vous trouverez dans les liens la description pour en savoir un peu plus sur ce livre. Alors, première condition pour réussir l'examen de synthèse, enfin l'exercice de synthèse, c'est de bien comprendre l'exercice. Alors, j'ai tous les jours des questions comme celle-ci. Et si vous êtes professeur, vous avez sans doute des questions comme ça aussi. Alors, on demande tout le temps, est-ce qu'il faut présenter la synthèse, les documents, est-ce que la problématique est obligatoire, etc. Alors là, pourtant, la réponse, elle est très simple. Qu'est-ce qui est obligatoire dans un examen? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans la consigne. Et c'est tout. Alors, cette consigne, c'est toujours la même. En résumé, vous devez donc faire une synthèse de documents avec vos propres mots dans un nouveau texte suivi et cohérent, dans un ordre qui est personnel, et on ne doit pas faire de commentaires personnels. Et très important aussi, le respect de la longueur de 200 à 240 mots. Alors, faire très attention à la façon de compter les mots, qui est assez spéciale dans la synthèse, puisque un mot, c'est un ensemble de signes placés entre deux espaces. Donc, par exemple, c'est-à-dire, c'est un mot seulement. Donc là, regardez bien comment on compte les mots, c'est très important. Alors, vous voyez ici que on ne parle pas de titre, on ne parle pas de problématique, etc. Donc, vous voyez, il n'y a aucune obligation à mettre un titre ou à exposer une problématique dans la synthèse. Mais pour l'examen, il vaut mieux également consulter les critères d'évaluation qui sont utilisés par les examinateurs. Alors, ce document n'est pas secret, vous pourrez le retrouver sur le site officiel de l'examen. Alors là, je vois deux informations qui me semblent très importantes. C'est que d'abord, le candidat, pour avoir le nombre de points maximum, peut introduire avec clarté et précision le thème commun des textes. Donc pour moi, il m'apparaît évident qu'il faut rédiger une introduction à la synthèse. L'introduction est obligatoire. Une autre chose qui me semble importante aussi, c'est la mise en paragraphe qui doit être logique et facilitante. Donc, on a vu, le candidat doit écrire un texte bien structuré, mais aussi bien présenté. Donc, la mise en page est très importante avec les différentes parties et les différents paragraphes. Alors, vous voyez aussi que là, on ne voit pas de titre ou de conclusion ou de problématique, etc. Donc, ils ne sont vraiment pas obligatoires. Alors, cette grille d'évaluation, c'est une grille pour les professeurs, c'est un vocabulaire un peu technique. Pour les candidats qui veulent avoir une grille plus simple à comprendre, j'ai fait ce type de travail. J'ai préparé une grille spécialement pour les candidats avec les critères et les performances qui sont attendues de la part du candidat. Donc, par exemple, dans la réalisation de la tâche, il y a identifié le thème, le problème commun aux deux documents, etc. Ça, c'est un extrait. Si vous voulez voir la grille complète, vous pourrez la télécharger dans les liens que j'ai indiqués dans le panneau de discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui n'est pas obligatoire? Donc, le titre et la conclusion ne sont pas obligatoires. Mais il faut se demander aussi qu'est-ce qui est efficace dans un exercice de synthèse. Alors, le titre, par exemple, n'est pas très intéressant dans une synthèse, à mon avis. Ça n'apporte rien.
Et puis, ça fait des mots en plus, hein, parce que les mots du titre sont comptés. La conclusion, généralement, ne me semble pas très intéressante dans la synthèse, parce que la conclusion, en fait, on va résumer ce qui est déjà résumé, hein. Et puis le texte est quand même, un texte de synthèse, c'est très court. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt de la conclusion. En revanche, la problématique me semble, si elle n'est pas obligatoire, elle me semble efficace dans une synthèse. Pourquoi? Parce qu'elle va préciser le thème commun au document. Je prends un exemple, hein. Si vous avez un sujet de synthèse et le thème des deux documents, c'est le téléphone portable à l'école. Bon, ça, c'est le thème commun. Mais ces documents, ils vont traiter ce thème d'une certaine façon, hein. Ils vont répondre à une question. Par exemple, faut-il interdire le téléphone portable à l'école? Donc, la problématique permet de préciser, hein, de délimiter le thème qui est commun aux documents. Donc, ça permet de lier les deux documents par un même problème auquel on va répondre. Et puis, une problématique, c'est intéressant aussi parce que ça sert de fil directeur, hein. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, mais ça va permettre de guider la synthèse. Tous les éléments de la synthèse doivent répondre à cette question. Donc, ça va aider à organiser la synthèse. Et puis, de façon plus générale, une problématique, c'est très intéressant de travailler les problématiques parce que, en fait, dans tous les types de textes, hein, on répond à une problématique. Et puis, c'est un exercice utile, par exemple, pour des candidats qui voudraient faire des études universitaires, hein, dégager une problématique pertinente. C'est un exercice qui est très intéressant, qui va servir donc dans d'éventuelles études euh, en France. Donc voilà, pardon, voilà pour la compréhension de l'exercice. Quand on se prépare à l'examen, c'est de bien connaître le niveau C1. La synthèse, c'est d'abord un exercice de lecture. Et au niveau C1, un candidat doit comprendre de manière détaillée des textes longs et qui sont sur des sujets qui ne sont pas familiers aux candidats, donc des sujets un petit peu complexes. Par ailleurs, au niveau C1, il faut écrire des textes qui sont bien structurés et avec une bonne grammaire, hein. On fait en général, au niveau C1, normalement, on fait peu d'erreurs importantes de grammaire. Bien. Donc ça, j'en parlais un peu tout à l'heure quand j'ai accueilli les participants. Un problème fréquent, hein, dans l'exercice de synthèse, c'est que quelquefois, les candidats ne comprennent pas du tout le texte. Une autre erreur que je vois assez fréquemment, c'est des candidats qui viennent de passer le DELF B2 et qui veulent tout de suite passer le DALF C1. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'en général, entre le B2 et le C1, hein, il faut compter environ 200 heures de cours, hein. C'est donc compter environ à peu près, hein, un an de travail. Donc, je conseille déjà, hein, si vous préparez le DALF C1, essayez d'abord de vérifier votre niveau linguistique, hein. Peut-être il faut faire une mise à niveau linguistique. Et au niveau de la préparation à l'examen, donc pour la synthèse, mais pas seulement, il y a une stratégie qui est très importante, ça va être de lire, hein, beaucoup, beaucoup les articles de presse sur des sujets d'actualité. Comme vous le savez, hein, les articles de presse, vous allez les trouver dans 3 épreuves: dans la compréhension écrite, dans la synthèse, mais également dans la production orale, hein. Donc, vous voyez que la lecture de la presse est donc de développer le vocabulaire, hein, sur des sujets d'actualité. Ça va être un point très, très important à travailler et très utile. Voilà pour le niveau général du C1. Pour faire une bonne synthèse, qu'est-ce qu'il faut travailler en particulier? Alors, voilà des objectifs, hein, qui sont intéressants à travailler. Donc, il y a la compréhension et la production.
En compréhension, il faut apprendre à se repérer dans un texte long, donc savoir trouver rapidement des informations dans un texte. Donc la problématique, on l'a vu. Un problème que vous avez beaucoup soulevé dans le questionnaire que je vous ai envoyé, c'est la difficulté de distinguer les idées essentielles, hein. Donc ça, c'est très important à travailler pour la synthèse. Prendre des notes en français, hein, savoir prendre des notes. Ça, c'est très important pour réussir la synthèse. Comparer les documents. Alors, il y a des techniques pour ça aussi, hein. C'est peut-être la partie la plus difficile dans une synthèse. En production, vous avez donc le plan, la mise en page, l'introduction de la synthèse, qui sont importants à travailler. Et ensuite, vous avez aussi des techniques de reformulation. Alors, reformulation des idées, mais aussi des informations chiffrées. Quelquefois, dans une synthèse, il y a des chiffres importants et il y a des techniques pour reformuler, enfin, du vocabulaire pour reformuler ces chiffres, mais aussi, quelquefois, on a besoin de rapporter un point de vue. Et là aussi, il y a du vocabulaire intéressant à voir. Dernier point, dans une synthèse, il est important d'apprendre à rédiger avec concision, c'est-à-dire d'écrire avec le moins de mots possible, hein, d'économiser les mots. Ça, c'est un point aussi qui est très important. Alors, dans mon livre Production écrite d'Alcéen, je travaille tous ces objectifs et je propose, hein, des activités à chaque fois pour s'entraîner. Donc, voilà pour l'introduction à la synthèse, hein, donc des informations qui sont importantes à connaître. Et maintenant, je vais commencer donc ma démonstration, hein. Donc, je vais montrer comment je fais une synthèse. Alors, ce n'est pas la meilleure méthode, hein, c'est ma méthode, mais à chaque fois, je vais expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais, hein, pour que ce soit le plus clair possible. Alors, premier point important quand je fais une synthèse, c'est je m'organise. Ça, c'est un problème que vous avez soulevé aussi souvent dans le questionnaire. Vous savez que la synthèse, c'est le premier exercice avant l'essai argumenté. Au total, vous avez 2h30. La synthèse est évidemment l'exercice le plus long. Et moi, je conseille d'y consacrer au moins 1h30. Et je vais travailler en 3 étapes. D'abord, je planifie. Ensuite, je rédige le texte. Et ensuite, une étape que les candidats oublient souvent, enfin, parce qu'ils n'ont pas assez de temps, c'est de réviser, hein, le texte que j'ai rédigé. Vous voyez que je vais passer le maximum de temps sur la planification, hein, sur le plan détaillé. C'est la partie la plus importante à laquelle il faut consacrer le plus de temps pour que la rédaction soit ensuite plus facile. Voilà. Donc, cette organisation du temps, hein, ça demande de l'entraînement, hein. Il faut faire plusieurs exercices dans les conditions de l'examen. Pour la planification, je vais travailler comme ça. Je vais d'abord faire une lecture globale. Ça, c'est très important. Ensuite, je vais relever les idées, donc je vais les noter. Après, je vais comparer les idées, donc des 2 documents. Et ensuite, je vais préparer un plan détaillé de la synthèse. Alors, je vais donc prendre un exemple concret sur un sujet, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé les documents. Donc, voilà. Les 2, hein, en général, à l'examen, vous avez comme ça 2 documents, quelquefois 3, mais en général, c'est 2. Alors, déjà, je vais mettre les 2 documents côte à côte, hein, pour les explorer. Je ne commence pas du tout, jamais, par une lecture linéaire, mot à mot, des documents. J'ai besoin d'abord de les comprendre globalement. Alors, je vais commencer par, bien sûr, lire les titres, hein. Donc,
L'accent handicap invisible des linguistes dénonce la glottophobie. Et donc, le deuxième titre, vous avez dit glottophobie, mais avec quel accent? Alors, je vois tout de suite qu'il y a des mots qui reviennent, accent et glottophobie. Le mot glottophobie est très technique, un peu compliqué, mais surtout, quand je rencontre un mot nouveau comme ça, je ne bloque pas. hein. Par exemple, je vais chercher dans les premiers paragraphes des textes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, je vois par exemple qu'il y a une définition. Le terme glottophobie est un néologisme pour discrimination linguistique. D'accord. Donc, ce sont des discriminations linguistiques qui sont liées aux accents. Je vois un verbe intéressant aussi ici, c'est dénoncer. Donc là, on aura un texte plutôt argumentatif. Je regarde aussi les sources. Alors, en général, l'auteur et le nom du journal, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est les dates. Donc, je vois que les deux documents sont à peu près à la même période. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques. Enfin, a priori, il n'y aura pas d'évolution entre le document 1 et le document 2. Ils parlent du même thème à la même époque. Bien. Donc là, j'ai déjà identifié le thème commun. Je peux aussi explorer les signes typographiques. Je vois que dans le premier document, j'ai beaucoup de citations, par exemple. Et je vois que dans le deuxième document, j'ai beaucoup de pourcentages. Alors là, c'est une indication intéressante. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement les résultats d'un sondage. Ensuite, je vais chercher les circonstances de publication, c'est-à-dire à quelle occasion les textes ont été écrits. Ça donne des informations intéressantes sur le but des textes et également sur peut-être sur leur organisation. Alors là non plus, je ne fais pas une lecture linéaire mot à mot. Je vais faire une lecture, on appelle en français une lecture en balayage. Autrement dit, je vais comme ça, très rapidement, chercher les informations qui m'intéressent. Alors là, je vois dans le premier document, le Premier ministre Jean Castex est raillé pour sa prononciation. La dépêche a interrogé des spécialistes de la question. Donc ici, on voit que à l'occasion d'un problème, la dépêche a interrogé des spécialistes de la question de la glottophobie, et donc des spécialistes qui dénoncent cette discrimination. Et là, je comprends mieux pourquoi il y a des citations. Ce sont des citations des spécialistes. Dans le deuxième document, je vois ici qu'il y a le titre du livre. Donc, l'article est écrit à l'occasion de la sortie d'un livre qui parle des accents, donc. Mais je vois aussi qu'il y a le premier sondage de l'IFOP consacré à ce sujet. Donc, je vois aussi que l'article est sorti à l'occasion de la publication, de la publication de résultats d'un sondage. Ça, ce sont des indications intéressantes. Donc, je vois que le premier texte, il sera plutôt argumentatif et que le deuxième va plutôt être informatif. Il va exposer des résultats d'un sondage. Voilà, ça, c'est l'exploration des textes de façon générale. Ensuite, je vais commencer à faire une première lecture rapide des deux documents. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration pour les deux. Je vais prendre l'exemple du document 1. Alors, ce que je vais faire, c'est une lecture rapide pour bien comprendre le sens du document, ce qu'il veut dire, mais également la progression des idées. Donc, je vois que dans le premier paragraphe, on est plutôt sur une introduction, naturellement, et qui présente le phénomène. Dans le deuxième paragraphe, je vois qu'on expose des causes de ce problème. Une lecture rapide du troisième, alors je peux lire par exemple seulement la première phrase, je vois qu'il est difficile de rentrer dans la norme dans les métiers où la parole est importante. Donc là, je vois qu'il y a des conséquences des discriminations au travail. Dans le paragraphe suivant,
je vois que c'est un phénomène qui est très important, 20% de la population, et l'accent donne aussi des préjugés sur les personnes. Donc, voilà une autre conséquence de cette discrimination. Et dans le dernier paragraphe, avec une lecture rapide, je vois qu'ici, on a des réactions, des solutions face aux discriminations. Il y a des personnes qui vont cacher leur accent et des personnes qui vont prendre des positions différentes. Vous voyez, là, je ne fais pas encore une lecture très détaillée, mais je regarde la progression du texte et ce travail va me permettre de ensuite plus facilement de trouver les idées essentielles et les idées secondaires dans ce document. Alors, une fois que j'ai lu ces deux documents comme ça, hein, enfin une première lecture rapide, je peux déjà commencer à faire un premier comparatif. Je vois que dans les deux documents, on a un petit peu la même démarche, hein, la même progression, où on décrit le phénomène, on explique des causes, et ensuite on voit des solutions. Les deux documents fonctionnent un peu comme ça. Et donc là, ça va être très intéressant pour mon plan et pour dégager la problématique. Et je vois aussi que donc, le premier document expose plutôt des opinions et que le deuxième expose plutôt des faits. Et peut-être que les faits vont venir illustrer, en quelque sorte, compléter les arguments du document 1. Bon, à ce niveau, c'est un comparatif très rapide, hein, très sommaire. Donc là, je peux déjà dégager une première problématique, même provisoire, où les deux documents, selon moi, hein, se posent la question, c'est comment lutter contre les discriminations linguistiques. Voilà ce premier aspect. Alors, cette compréhension générale, hein, elle est très importante parce que si vous lisez tout de suite de manière détaillée, vous allez avoir du mal à distinguer les idées essentielles. J'ai besoin de voir de façon globale et la progression d'un texte. Et comme ça, les idées essentielles, je vais les repérer plus facilement. Mais avant, il faut que je vous présente quelques précisions parce que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est une idée essentielle et qu'est-ce que c'est une idée secondaire. Donc, une idée essentielle, c'est une idée qui est importante pour l'organisation du texte et qui apporte une nouvelle information dans la progression du texte. Je prends un exemple, hein. Si j'ai un premier paragraphe qui décrit un problème, et ensuite, dans le deuxième paragraphe, je vois qu'on explique une cause. Eh bien là, l'explication de la cause, c'est une idée essentielle dans la progression du texte. Ensuite, qu'est-ce que c'est une idée secondaire? Eh bien, une idée secondaire, c'est une idée qui va développer cette idée essentielle. Par exemple, qui va expliquer quelles sont les causes, hein, et précisément, ou qui va donner des exemples, qui va illustrer l'idée. Donc voilà, très important de distinguer l'idée essentielle, l'idée secondaire. Dans un exercice de synthèse, on vous dit de relever les idées essentielles. Mais en général, vous verrez que dans la construction d'un plan, on a aussi besoin de certaines idées secondaires pour développer un peu plus. Alors, une technique très simple, hein. En général, dans un article de presse, on expose une idée essentielle par paragraphe. Donc, j'ai vu que dans mon premier document, il y a 4 ou 5 paragraphes, j'ai oublié. Enfin, je vais avoir autant d'idées essentielles que de paragraphes. Et aussi, très souvent, l'idée essentielle est exposée au début du paragraphe. Vous avez d'abord l'idée essentielle et puis la suite du paragraphe développe cette idée essentielle avec des idées secondaires et des exemples. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Attention, parfois, un paragraphe peut commencer par les idées secondaires et puis amener l'idée essentielle comme une sorte de conclusion.
donc qui va expliquer d'abord et puis qui arrive à l'idée essentielle. Mais très souvent, cette idée essentielle est au début du paragraphe. Donc, très important de comprendre la construction des paragraphes. Bien. Ensuite, pour la prise de notes, comment je travaille? Alors, moi, je préfère travailler dans un tableau avec à gauche le document 1 et le document 2 à droite. Et je vais faire un relevé des idées essentielles, paragraphe par paragraphe. Et je vais reformuler tout de suite l'information essentielle dans le tableau. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'un exercice de synthèse, c'est un exercice qui demande de s'éloigner petit à petit des documents d'origine. Il faut prendre la distance par rapport aux documents d'origine. Bon, je vois souvent des candidats qui prennent des notes, qui soulignent directement sur les documents, et ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que quelquefois on souligne trop et après on ne voit plus où est l'idée essentielle et l'idée secondaire. Et le problème, c'est que si vous faites comme ça, eh bien, à chaque fois, quand vous devez rédiger ou faire le plan, vous devez revenir relire dans le document. Et cette façon de relire plusieurs fois les phrases et documents, ça va bloquer la reformulation. Donc, pour éviter ça, c'est de directement donc reformuler dans le tableau, donc tout de suite avec mes propres mots. Et je vais garder les mots-clés en revanche. Hein, j'ai mis en gras ici les mots-clés. Alors les mots-clés dans une synthèse, qu'est-ce que c'est, hein? Les mots-clés, ça veut dire que ce sont des mots qui sont très fortement liés au thème, hein, et il ne faut pas les remplacer. Donc, bien sûr, ce sera glottophobie, discrimination, le mot accent, hein. Ce sont des mots-clés hein, que vous ne pouvez pas changer, qu'il faut garder. Alors, un exemple de prise de notes, donc. Voici le paragraphe 2 du document 1. Alors, on a vu que dans le paragraphe 1, on présente le phénomène, on présente le problème. Et dans celui-ci, dans ce paragraphe, eh bien, je ne vais pas encore faire de lecture mot à mot, hein. Ce qui est important, c'est de comprendre la structure du paragraphe. Donc, après les phénomènes, je vois qu'il y a une idée essentielle, c'est les clichés sur les accents sont inhérents à l'histoire française. Autrement dit, les clichés, les discriminations sur les accents en France sont liées à des causes historiques. Bien. Donc ça, c'est l'idée essentielle. Donc je vais la noter, hein, il y a des causes historiques. Et ensuite, dans le paragraphe, on voit qu'il y a un développement de cette idée essentielle. On a une première idée secondaire. C'est un mouvement centralisateur. Et ensuite, de cette centralisation naît une norme linguistique imposée par Paris. Donc, il y a des causes historiques et la suite du paragraphe développe les causes historiques. Donc, ces idées secondaires, je vais les noter également, hein, la centralisation et la norme linguistique fixée par Paris. Voilà. Donc, important de lire ce paragraphe de façon globale aussi, de comprendre sa structure. Et comme ça, même s'il y a des mots que je ne connais pas, je peux, si j'ai compris l'idée essentielle, ça suffit. Mais surtout pas de lecture linéaire, mot à mot, et en s'arrêtant sur les mots que l'on ne connaît pas. Alors là, et aussi, ce paragraphe est intéressant parce qu'il y a des cas particuliers. Vous voyez que les idées secondaires sont apportées par des citations. Donc, vous avez des citations d'experts. Alors, naturellement, dans une synthèse, je ne dois pas reprendre des citations. Dans une synthèse, ce qui m'intéresse, c'est le sens de l'idée. Ce n'est pas sa forme. Donc, je vais reformuler l'idée, mais je ne vais pas garder la citation. Et ici, je n'ai pas besoin de citer les personnes. Quelquefois, dans une synthèse, je peux avoir besoin, s'il y a deux personnes qui ont des idées opposées,
Alors, je vais citer les noms. Mais là, je n'ai pas besoin des noms, j'ai seulement besoin des idées. Donc, je garde seulement l'idée. Voilà, donc j'ai noté ça dans mon tableau. Et ensuite, alors je vous montre maintenant un exemple de tableau qui est terminé. Donc pour les deux documents. Alors l'avantage d'un tableau comme ça, c'est que je peux relire mes notes, par exemple pour le document 1, et je vois si elles sont cohérentes. Et puis, un autre avantage aussi, bien sûr, c'est que ça va m'aider pour la comparaison des idées des deux documents. Alors, donc vous voyez ici, je n'ai pas fait de notes sur les documents. J'ai noté directement avec mes propres mots dans le tableau. Et maintenant, je n'ai plus besoin des documents. Je n'ai plus besoin de revenir sur les documents, sauf peut-être pour vérifier un point, mais je n'ai plus besoin. Donc, je peux les oublier, hein, et de cette façon, je vais éviter de copier des groupes de mots ou des phrases entières. Alors vous allez me dire, ça prend beaucoup de temps, ça, de faire ça. C'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Bon, d'abord, il faut apprendre à le faire vite, hein, bien sûr. Mais surtout, c'est que ça prend peut-être beaucoup de temps, mais de toute façon, cette reformulation des idées, il faut la faire. Si je ne la fais pas dans la période dans la phase de planification, je devrais la faire au moment de la rédaction. Donc moi, je préfère la faire maintenant. Comme ça, dans la rédaction, je vais aller plus vite et je vais pouvoir plus me concentrer sur la construction de mes phrases puisque j'aurai déjà reformulé l'essentiel du contenu. Bien, maintenant, je compare les deux documents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comparer les deux documents? Eh bien, je vais chercher comment les idées peut-être se répètent. Donc, dans ce cas-là, je vais éliminer les idées qui sont répétitives. Je vais voir aussi comment les idées se complètent, comment les idées peut-être s'opposent ou peut-être se nuancent, ont des petites différences. Alors, je prends, donc par exemple, je vois d'abord que j'ai dans les deux documents, alors je commence bien sûr par les idées essentielles, ça va être important pour mon plan. Je vois que dans les deux documents, il y a une description du problème. Il y a même une définition de la glottophobie. Alors, comme il y a une définition dans la synthèse, eh bien, dans le texte, je vais bien sûr mettre cette définition dans ma synthèse. Et je vois donc une description du problème et je vois également par exemple, dans les deux paragraphes 3, on voit qu'il y a des conséquences pour le travail, dans la vie quotidienne, etc. Donc ça, ce sont des points communs, plutôt des points complémentaires que je vais pouvoir regrouper dans mon plan ensuite. J'ai également dans les deux documents, je vois qu'ils se complètent par des causes. Vous avez dans les causes historiques dans le document 1, et puis dans le document 2, on voit des causes qui sont plutôt des causes contemporaines, d'aujourd'hui. Alors là, je vois que ça se complète bien, puisqu'il y a une continuité. Et dans les deux documents, je vois aussi qu'il y a des idées de solutions possibles face aux discriminations. Et en regardant plus près, en regardant les idées secondaires, je vois aussi que ces solutions, elles se nuancent, elles ne s'opposent pas, mais si, elles s'opposent un petit peu. Je vois que dans le document 1, c'est plutôt des stratégies pour éviter le problème. On va dissimuler son accent, on va adapter sa prononciation. Et je vois au contraire que dans le document 2, on a plutôt des idées de résistance. On va défendre les accents. Donc ça, cette opposition, elle est intéressante, avec des solutions plutôt passives et des solutions plutôt actives. Et cette opposition, je vais pouvoir la mettre en évidence dans mon plan. Alors, ce comparatif, pour moi, il me confirme dans la problématique que j'ai choisie. Les deux documents fonctionnent par résolution de problème. Donc, je garde ma problématique. Donc, comment lutter contre les discriminations linguistiques. Maintenant, je vais préparer mon plan.
Alors, vous avez vu dans la consigne, hein, le plan, il est libre, hein, c'est un plan personnel. Il n'y a aucune obligation de faire tel ou tel plan. Mais il peut être intéressant d'adapter ou de s'inspirer des plans classiques, hein, qui existent dans l'argumentation. Vous avez notamment le plan dialectique, qui est un plan de prise de position. Alors, je prends un exemple. Si vous avez un sujet de synthèse où les deux documents expriment une position, un point de vue, par exemple sur faut-il imposer l'uniforme à l'école, eh bien, un plan dialectique peut être intéressant pour réorganiser les idées, hein, avec, par exemple, les arguments favorables à l'interdiction et ensuite les arguments défavorables à l'interdiction. Donc, dans certains cas, c'est un plan qui peut être intéressant. Vous avez compris que dans mon sujet aujourd'hui, un plan intéressant, c'est le plan analytique, avec une description du problème, des conséquences. On cherche les causes et ensuite on propose des solutions. Le plan analytique me semble très efficace dans ce cas-là. Alors, je répète, hein, le plan, il est libre, hein, vous faites comme vous voulez, mais il faut qu'il soit bien organisé et ça peut être intéressant de s'inspirer de plans qui ont déjà montré leur efficacité. Alors, je donne un exemple de plan, hein. Donc, dans ma première partie, ça va être la description du problème, hein. Alors, j'essaye de bien classer mes idées. Dans un premier temps, je vais regrouper les faits qui montrent l'importance, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème. Et dans un deuxième point, je vais montrer les causes, hein. On a vu qu'il y avait différents types de causes. Donc là, conséquences. Je regroupe les conséquences que j'ai trouvées dans les deux documents. Dans ma deuxième partie, donc les causes, j'ai vu qu'il y avait une continuité intéressante entre des causes historiques et des causes d'aujourd'hui. Donc je peux montrer comme ça l'évolution. Et dans ma troisième partie, je propose les solutions et j'ai montré dans le comparatif, hein, qu'il y avait une opposition entre deux types de solutions. Donc là, je vais mettre en évidence, alors, sans ajouter de commentaires personnels, bien sûr, mais juste mettre en évidence les deux types de solutions qu'on peut trouver dans les deux documents. Donc, vivre avec et résister. Voilà. Donc, j'ai terminé la planification. J'ai le plan détaillé. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la rédaction de la synthèse. Avant tout, que doit contenir une synthèse? Donc, on a vu qu'il faut une introduction. Il faut aussi un développement en 2 ou 3 parties. Alors, on essaye d'équilibrer, hein, les parties. Je dois mettre en page mon texte qui marque clairement la progression du plan. On doit voir clairement les différentes parties, l'introduction et les différents paragraphes. J'écris des phrases à la troisième personne. Pas de je, pas de nous, qui pourrait donner l'impression que je fais des commentaires personnels. Et bien sûr, je ne copie pas des groupes de mots, je ne copie pas des phrases, mais je vais réutiliser les mots-clés, hein, les mots qui sont très liés au thème et que je ne peux pas remplacer. Donc, je commence par rédiger l'introduction. Que doit contenir une introduction? Alors, on a vu d'après la consigne que l'introduction doit contenir obligatoirement le thème commun. Donc, le thème commun ici, c'est les discriminations linguistiques liées à l'accent. Je peux faire ça seulement dans une introduction. Mais moi, je préfère une introduction plus efficace où je vais également poser la problématique, donc la question à laquelle essayent de répondre les deux documents. Et je peux aussi, très rapidement, annoncer le plan. Alors, de façon très, très générale, hein. Vous voyez, l'introduction doit rester très courte, hein, un maximum de 30 mots. Moi, j'ai choisi, mon introduction est un petit peu longue, mais en fait, c'est parce que j'ai choisi de mettre la définition du mot glottophobie dans l'introduction. Bon, je pouvais le mettre dans la première partie, donc
En nombre de mots, c'est la même chose, hein. Donc, alors, j'introduis le thème de façon très simple, hein. C'est une question qu'on me pose souvent, comment introduire le thème? Eh bien, on peut faire une phrase très simple comme ça, hein. Deux articles parus en 2020 évoquent la glottophobie. Voilà, très simple. Les deux articles parus en 2020. Je ne mets pas les sources, hein. Le titre des articles, le nom de l'auteur, je n'ai absolument pas besoin. Ça ne sert à rien du tout et ça prend beaucoup trop de mots. Après avoir introduit le thème, donc j'amène la problématique, comment lutter contre ces discriminations, et donc un plan, une annonce de plan très rapide, hein. Malgré l'ampleur du phénomène en France, des solutions sont possibles. Voilà. Donc une introduction très simple avec le thème, la problématique et, si vous le souhaitez, annoncer le plan, mais l'organisation, hein, très générale de la synthèse. Bien, ensuite, donc, je vais rédiger le développement. Alors, on ne va pas tout lire, mais vous pourrez retrouver ce texte dans le lien que je vous ai mis. Ce qui est important ici, c'est vous voyez, j'ai bien marqué les différentes parties qui sont assez équilibrées, hein. L'examinateur doit voir clairement les différentes parties. Et puis, j'ai une idée importante par paragraphe. Ça, c'est la méthode classique, hein, de mise en page d'un texte. Donc, une idée par paragraphe, des parties équilibrées. Et je vais, bien entendu, utiliser des connecteurs. Alors, pas trop de connecteurs parce que je dois économiser les mots, mais je dois mettre quand même des connecteurs qui sont importants pour marquer la progression des idées. Attention aux connecteurs. Vous avez des connecteurs il ne faut pas utiliser des connecteurs qui ajoutent des liens logiques qui n'existent pas dans les documents. Hein, par exemple, si vous ajoutez un cependant entre deux idées alors qu'il n'y a pas d'opposition, hein, dans les deux textes, alors là, il faut faire attention de bien utiliser les connecteurs qui n'ajoutent pas une connotation ou un lien logique qui n'existerait pas dans les textes d'origine. Alors, un autre problème aussi, c'est le contrôle des nombres de mots. Alors, bien entendu, il faut contrôler le nombre de mots pendant la rédaction. Je n'attends pas la fin, parce qu'à la fin, c'est trop tard. Alors, il y a une petite technique très simple, hein, c'est que comme je dois rédiger des parties qui sont assez équilibrées, hein, équilibrées, je peux dire à peu près combien de mots, hein, je vais utiliser par partie. Alors, dans une synthèse comme ça serait environ 70 mots par partie. Alors, ça me donne un repère, hein. Par exemple, si je vois que ma première partie fait déjà 150 mots, j'ai un problème, hein, je vais avoir un problème, c'est clair. Donc, ça me permet de ne pas dépasser certaines limites. Et donc, la dernière étape, très importante, hein, ne pas oublier, donc de garder au moins 5 minutes pour vérifier tout ce qui est les problèmes, hein. Alors, bien entendu, je vais commencer par contrôler le contenu et ensuite le nombre de mots et enfin, bien sûr, tout ce qui relève de la grammaire et de l'orthographe. Je rappelle qu'au niveau C1, on doit faire très peu d'erreurs. Donc, ce serait vraiment dommage de perdre des points parce qu'on a oublié des S au pluriel ou des choses comme ça. Au niveau C1, ça ne passe pas. Donc, bien relire le texte une fois qu'on a terminé. Voilà. Donc, j'ai terminé ma démonstration et maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions et je vais couper l'enregistrement.